On va faire un chapitre très important d'un point de vue géométrie en parlant des complexes et métaux de transition. On va donc s'intéresser à leur formation et en définitive à leur géométrie également. On va d'abord rappeler qu'un complexe est constitué de deux parties. Une première partie centrale qui est le cœur, c'est donc en général un atome de métal ou bien un cation métallique. On va dire que ce cœur, ce cation métallique ou cet atome de métal, porte une ou plusieurs lacunes électroniques et ces lacunes électroniques se situent essentiellement sur ses orbitales d. Les ligands, qu'on appelle aussi coordinats, ce sont des systèmes qui peuvent être neutres, c'est-à-dire des molécules, ou bien des anions, mais dans tous les cas, un ligand doit posséder au moins un doublet électronique libre. Et ainsi, la liaison entre le cœur et les ligands sera de type dative ou liaison de coordinance. Les deux termes sont équivalents. Une liaison dative ou une liaison de coordinance, vous avez vu ça en atomistique, c'est la même chose avec deux noms différents. Je vous rappelle, pour ceux pour lesquels les souvenirs d'atomistique sont lointains, qu'une liaison dative s'établit lorsque deux atomes entrent en contact, dans lequel un possède un doublet libre et l'autre possède une lacune électronique. À ce moment-là, nous avons donc ici l'atome A qui possède un doublet libre que j'ai mis en rouge, l'atome B qui possède une lacune électronique que j'ai représentée par ce petit rectangle rouge également, et donc le doublet électronique libre de A va venir occuper la lacune électronique de B pour donner un doublet de liaison. Le doublet électronique libre de A est devenu doublet de liaison entre A et B. Il apparaît à partir de là que à l'origine A avait un doublet pour lui tout seul, qu'à la fin il en a fait un doublet de liaison, donc statistiquement il n'en a plus que la moitié vraiment à lui, et que B, lui, avait une lacune électronique et qu'à la fin il a gagné la moitié d'un doublet. Donc on peut dire que A a globalement perdu un électron et donc devient A+, et B a globalement gagné un électron et donc devient B-. On va dire que les complexes sont de type MLN, c'est-à-dire qu'on va avoir N unités de ligands fixées sur le cœur. Alors on peut dire que N varie généralement entre 1 et 6. On a des exemples de complexes à 7 ou 8, mais c'est assez exceptionnel. Et pour nous, dans le cadre de ce chapitre, nous limiterons la présentation à deux coordinances, une coordinance de 4 et une coordinance de 6, c'est-à-dire qu'on va étudier des complexes type ML4 et ML6. Et donc, en fait, on va distinguer ainsi les complexes à symétrie octaédrique pour lesquels n égale 6 et que je vous représente ici. Vous voyez donc que le complexe est constitué avec le cœur qui est en rouge, qui est la sphère rouge, et les 6 unités de ligands qui sont des sphères grises numérotées de 1 à 6. Sur l'axe des Z, vous voyez bien qu'on a 2 unités de ligands, une en haut, la 1, et une en dessous, la 6. Donc sur l'axe des Z, de part et d'autre du cœur, on a un ligand de chaque côté de l'axe des Z. De la même manière, sur l'axe des X, nous avons la 4 qui est plutôt vers la gauche et la 2 qui est plutôt vers la droite. Donc 2 ligands fixés également. Et enfin, sur l'axe Y, nous avons la 3 qui est le ligand que j'ai numéroté 3 qui est plutôt vers la droite, et le 5, le ligand numéro 5 qui est vers la gauche. On a donc ici affaire à un complexe dont on dit qu'il a une symétrie octaédrique. Et donc, comme vous le voyez, comme je vous l'ai détaillé de façon un peu plus précise, tous les ligands vont se trouver sur les axes de coordonnées.
chaque paire de ligands, on va avoir 2 ligands sur chaque axe de coordonnées et chacun de part et d'autre du cœur. C'est important à le retenir. En revanche, pour les complexes avec n égale 4, nous allons avoir 2 possibilités. La première, ce sera la symétrie plan-carré. La symétrie plan-carré, vous voyez que nous avons 4 ligands, 2 sur l'axe des X, les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire le 2 et le 4, et 2 sur l'axe des Y, c'est-à-dire le 3 et le 5, et vous voyez qu'ils sont de part et d'autre du cœur. Bien entendu, là on a placé les 4 ligands, donc sur l'axe des Z, il n'y a rien du tout. Et donc ici, effectivement, les 4 ligands sont sur les axes X et Y. Et en revanche, on a la symétrie tétraédrique. Alors une symétrie qui est peut-être un peu plus difficile à visualiser. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis un cube. Au centre de ce cube, j'ai mis le cœur, que j'ai appelé Mn+, c'est un cation métallique, ça pourrait être un atome de métal. Vous voyez que j'ai porté l'axe des X qui traverse le cœur du métal et traverse la face avant sur son milieu, elle est même perpendiculaire à la face avant. L'axe des Y, lui, part également du centre du cœur, passe également par le centre du cœur et est perpendiculaire à la face qui est sur votre droite. Et enfin, l'axe des Z, qui lui également traverse le cœur métallique et est perpendiculaire à la face qui est vers le haut. Vous voyez donc que les 4 ligands ne sont pas sur les axes de coordonnées X, Y et Z, mais ils sont plutôt sur les bisectrices de ces axes. Ce que je vous ai mentionné ici, les ligands sont sur les bisectrices des axes de coordonnées. On va faire un petit rappel sur les métaux de transition. En effet, il est intéressant de rappeler la définition d'un métal de transition. Un métal de transition va présenter au moins un cation qui offre une sous-couche D incomplète. Vous vous rappelez qu'il y a 5 orbitales D, c'est-à-dire que pour être rempli, un état D doit posséder 10 électrons. 2 électrons par orbitale, 5 orbitales, ça nous fait bien 10 électrons. Et ainsi, par exemple, si on prend l'élément zinc, dont le numéro atomique est 30, vous voyez que sa structure électronique de base, c'est 3D10 4S2 ou 4S2 3D10, comme vous voulez. Mais Zn2+, qui est le seul cation que l'on connaisse de Zn, c'est 3D10 4S0. Donc cela revient à dire que ce soit dans Zn ou dans Zn2+, on a toujours 10 électrons D. Et donc cet élément-là, le zinc, n'est pas un élément de transition. Alors que le fer, dont la structure électronique de base c'est 3D6 4S2, puisqu'il a un numéro atomique de 26, eh bien déjà sous la forme 3D6, il a une sous-couche D incomplète, l'état 3D a 6 électrons, il n'est pas complet. Il existe aussi l'ion Fe2+, qui va perdre les deux électrons en 4s et qui va donc se retrouver en 3d6. On peut également évoquer Fe3+, qui va se retrouver en D5, qui est de la même manière. Donc Fe est un élément de transition alors que Zn n'en est pas un. On va maintenant rappeler, pour le cas où ça serait utile, que l'on a 5 orbitales de type D sur tous les atomes et que ces 5 orbitales se répartissent de la façon suivante. Nous avons la DZ2 et la DX2Y2. La DZ2 est constituée de 2 lobes qui sont de part et d'autre de l'atome central, avec un lobe au-dessus de l'axe des Z, un autre lobe en dessous de l'axe des Z, et puis la DX2Y2 qui est constituée de 4 lobes, 2 lobes sur l'axe des X, de part et d'autre de l'atome central, et 2 lobes sur l'axe des Y, également de part et d'autre de l'atome central. Ensuite, eh bien, on en a 3 autres orbitales D. On a la DXY, la DXZ et la DYZ,
quel que soit l'ordre, c'est bien les 3 qui apparaissent. Et vous voyez, je vais prendre la première, la DYZ, vous voyez qu'elle est constituée de 4 lobes, mais que ces lobes ne sont pas sur les axes Y et Z, mais sont sur les bisectrices des axes Y et Z. Pour la DXZ, on est pareil sur les bisectrices des axes XZ, et pour la DXY, on est sur les bisectrices des axes X et Y. On va faire une petite remarque sur le caractère dia ou paramagnétique d'un atome. On dit qu'un atome est diamagnétique s'il ne possède aucun électron célibataire et qu'en revanche, s'il possède des électrons, un ou plusieurs électrons célibataires, alors il est dit paramagnétique. On peut également dire que le caractère magnétique d'un atome, que ce soit ou non un élément de transition, c'est une règle tout à fait générale, est quantifié par la relation du moment magnétique. On a mu S égale alors entre crochets n facteur de n plus 2 à la puissance 1/2 mu B. En fait, j'ai mis la puissance 1/2, vous allez fréquemment rencontrer racine carrée de n facteur de n plus 2. Vous savez, vous avez des connaissances en mathématiques suffisantes pour savoir que la puissance 1/2 ou la racine carrée, c'est la même chose. Eh bien là, on va préciser que n, c'est le nombre d'électrons célibataires, et mu B, ça va être le magnéton de Bohr. Le magnéton de Bohr, qui est une constante universelle. Il n'est pas absolument nécessaire de la connaître, cette constante, mais je vous en donne la valeur. C'est 0,9273 10-23 joules par Weber par mètre carré. On va maintenant s'intéresser à un phénomène qui, pour être observé, ne peut être étudié que dans les complexes. Il s'agit de la levée de dégénérescence des orbitales atomiques de type D. Vous savez que les orbitales atomiques d'un état sont a priori au même niveau énergétique. Sauf que lorsqu'un complexe va se former, on va approcher des ligands. Ces ligands sont des anions, tels que Cn-, SCn-, HO- ou d'autres, ou des molécules très polaires. Les exemples qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est H2O ou NH3. Et lorsque ces ligands s'approchent du métal, ils vont avoir pour effet d'augmenter, par le fait de la répulsion qu'ils exercent, l'énergie globale des 5 orbitales D. Mais cette augmentation ne va pas être parfaitement équivalente, parfaitement identique pour les 5 orbitales D. En réalité, cette augmentation d'énergie dépendra de la façon dont les ligands s'approchent du cœur, et donc des orbitales atomiques de type D de ce cœur. En fait, donc, ce que je vous dis, c'est qu'il va résulter une augmentation moyenne des orbitales atomiques type D, mais avec une séparation en plusieurs groupes à niveau d'énergie distinct. La séparation des orbitales D en plusieurs groupes d'énergie, c'est ce qu'on appelle la levée de dégénérescence de ces orbitales atomiques de type D. On va maintenant rentrer dans le vif en commençant par les complexes octaédriques, c'est-à-dire les complexes de type Ml6. Donc on a vu qu'ils avaient une symétrie octaédrique, c'est-à-dire que les ligands vont se disposer de part et d'autre du métal suivant les axes X, Y et Z. Il se trouve que sur ces axes, il y a les orbitales dz2 et dx2, y2. Ce sont donc ces deux orbitales, la dz2 et la dx2, y2, qui vont voir leur énergie augmenter le plus, et donc ces deux orbitales-là, ces deux orbitales atomiques type D, vont se retrouver au niveau énergétique supérieur, comme ceci. Vous voyez,
l'ion complexe en symétrie sphérique se retrouve avec 5 orbitales d dont la moyenne est supérieure à l'énergie d'un ion libre, mais vous voyez que la dz2 et la dx2y2 sont en haut et que la dxy, dxz et dyz sont en bas. On va indiquer que l'écart entre les deux niveaux, on va l'appeler delta O, O pour octaédrique, et vous voyez que pour que la valeur moyenne soit maintenue, il faut que par rapport à la valeur moyenne dxy, dxz et dyz ait été diminué de 2/5 de delta O, ce qui nous fait 3 fois 2/5, 6/5 de diminution, et que par ailleurs, eh bien, dz2 et dx2y2 soient augmentés de 3/5 de delta O, ce qui nous fait 2 fois 3, 6/5 de delta O d'augmentation, 6/5 delta O de diminution. On se retrouve donc bien avec la valeur moyenne qui est respectée. Ce que je vous dis également, c'est que par rapport à la valeur moyenne que j'ai appelée E, l'énergie de l'orbitale dxy sera égale à celle de l'orbitale dxz et à celle de dyz, moins 2/5 de delta O. Et que, à l'inverse, l'énergie de l'orbitale dz2 sera égale à celle de l'orbitale dx2y2 et que celle-ci aura une énergie E égale E plus 3/5 de delta O. Enfin, on rappellera que l'écart entre les deux niveaux énergétiques est égal à delta O, et je rappelle O pour octaédrique. On va maintenant parler des complexes ML4 qui sont un peu plus complexes à étudier, en particulier les complexes Poincare sont relativement complexes et il a fallu faire des études extrêmement poussées je vais utiliser les résultats des spécialistes sans rentrer plus dans le détail de la méthode de calcul. Donc ici, on dit que les 4 ligands s'approchent suivant les axes X et Y et les OA les plus déstabilisés donc, seront dans l'ordre la dx2y2 qui comporte ces 4 lobes sur les axes X et Y, ensuite la dxy qui est en fait sur la bisectrice des axes X et Y, ensuite la dz2 qui est sur l'axe des Z bien entendu, et enfin les deux les moins énergétiques seront la dxz et la dyz à égalité, ce qui revient à dire que ce coup-ci, les niveaux énergétiques vont être un peu plus compliqués à exprimer. Je vous demande de retenir le schéma que je vous propose. Donc ici, a priori, comment on fait les spécialistes? Eh bien, ils ont pris le cas de l'octaèdre régulier dans lequel on avait dz2 et dx2y2 qui étaient en haut et dxy, dxz et dyz qui étaient en bas. Ils ont écarté les ligands qui étaient sur l'axe des Z, ce qui a eu pour effet de fortement abaisser l'énergie de l'orbitale dz2. Vous voyez, quand on prend le système ici, on a la dx2y2 qui est en haut, la dz2, si vous suivez les pointillés, vous voyez le V qui va d'un côté sur la dx2y2 et de l'autre côté sur la dz2. Les deux niveaux, l'un est monté, l'autre baissé de la même quantité. Et ensuite de quoi? Eh bien, si on prend dxy, dxz et dyz, on voit que dxy est monté par rapport à la moyenne des deux autres, et que, en revanche, dyz et dxz ont diminué. L'écart, cette fois-ci, va être delta P, Poincare, pour delta Poincare, et donc je vous ai remis les niveaux énergétiques. Vous voyez en haut dx2y2, à mi-hauteur dxy, plutôt en bas dz2, et puis tout à fait en bas dxz et dyz. Et donc les écarts ici, c'est 4/9 de delta P entre 3dx2y2 et 3dxy,
4 neuvièmes de delta P entre 3dxy et 3dz2, et donc 1 neuvième delta P entre les deux plus basses. On a donc bien 4 et 4, 8 et 9, 9 neuvièmes, ce qui nous fait bien, on retrouve bien la valeur de delta P. Et donc ici, si on considère l'énergie moyenne, eh bien, vous voyez que vous avez les valeurs qui sont ici, que je vous ai remis sous la forme de formule, mais ça ne me semble pas très essentiel. Il me semble plus intéressant de retenir le tableau que je vous ai proposé. Les complexes tétraédriques, eux, finalement, ils ont l'air plus difficiles à imaginer, mais en réalité, ils vont être plus simples à étudier d'un point de vue énergétique. En effet, les 4 ligands qui se trouvent au sommet du cube que je vous ai présenté tout à l'heure, en vous disant que ces 4 ligands sont sur les bisectrices des axes x, y, z. Eh bien, cela revient à dire que ce sont les lobes qui sont sur ces bisectrices des axes les lobes qui sont sur les bisectrices, les axes XY, XZ et YZ, qui vont être les plus énergétiques, ou si vous préférez, les plus déstabilisés, puisque plus on est à un niveau d'énergie élevé, moins on est stable. Eh bien, le diagramme énergétique va finalement se retrouver. Alors ici, il y a une erreur, ça n'est pas l'ion libre, mais c'est l'ion complexé, avec les 5 orbitales atomiques de type D. L'énergie moyenne, c'est 5 orbitales lorsqu'on a formé le complexe. On en a 3 au-dessus et 2 en dessous. Les 3 au-dessus, eh bien, sans surprise, c'est DXY, DXZ, DYZ. Et les 2 en dessous, sans surprise non plus, c'est DZ2 et DX2, Y2. L'écart entre les deux niveaux, c'est delta T. Et comme précédemment, on comprend qu'on devra monter les 3 du haut de 2 cinquièmes de delta T et descendre les 2 du bas de 3 cinquièmes de delta T, de manière à retrouver la valeur moyenne qui est proposée dans la partie gauche du diagramme énergétique. Je vous ai mentionné ceci de manière à ce qu'on soit bien d'accord, mais en fait le schéma me semble beaucoup plus explicite que l'écriture de ces formules. Et donc, bien entendu, c'est delta T, l'écart entre les deux, l'écart d'énergie entre les deux groupes. On va maintenant voir les paramètres qui agissent sur la valeur de delta. Delta, c'est clairement une valeur expérimentale. Donc, quand on va avoir à utiliser cette valeur dans un exercice, on vous la donnera, cette valeur. Sauf, bien entendu, si l'exercice consiste justement à calculer la valeur de delta. C'est évident. Et ce que je vous propose de retenir, c'est que cette valeur de delta évolue pour un type de complexe avec d'une part la structure du complexe. On admet d'une manière générale que la plus faible c'est delta T, le tétraédrique, qu'elle est grosso modo à peine en dessous de la moitié de delta octaédrique et que le delta P est environ 30% plus important que le delta O. Bien entendu, ce sont des valeurs un peu à la hache. En réalité, chaque complexe va avoir ses propres valeurs en fonction de du cation ou du cœur et des ligands qui sont employés. La nature et le métal de l'ion, la nature du métal ou de l'ion, bien sûr, jouera sur la valeur de delta. La charge de l'ion métallique. On admet en général que delta augmente quand la charge de l'ion augmente. Et enfin, la nature du ligand. Et ici aussi, on peut prévoir que certains ligands auront un effet plus fort que d'autres. Et donc ici, je vous propose une liste de ligands qu'il n'est bien entendu pas nécessaire d'apprendre par cœur. Vous voyez pourquoi je vous ai donné ceci, pour vous montrer qu'il n'y a pas de règle simple du genre les anions produisent des deltas plus grands ou ce sont les molécules neutres qui produisent des deltas plus grands. Vous voyez que dans la liste que je vous ai donnée, le plus fort c'est CO, neutre, mais le deuxième et le troisième c'est Cn- anionique, NO2- anionique. Donc vous voyez que, et le plus faible que je vous ai donné, c'est I- qui est un anion. Donc bon, on ne va pas aller beaucoup plus loin là-dedans. Quand vous en aurez besoin, vous trouverez ces valeurs. On parle aussi
le classement que je vous ai donné, c'est le classement spectrochimique des ligands. Alors maintenant, on va parler d'une chose à laquelle on n'avait jusque-là pas eu l'occasion, on n'avait pas eu l'occasion d'évoquer, c'est l'énergie d'appariement des électrons, y compris d'ailleurs lorsque vous faites de l'atomistique. Donc la règle de Hund, qu'est-ce qu'elle vous dit, la règle de Hund? Elle vous dit que lorsque les électrons dans un état se répartissent de manière à occuper un maximum d'orbitales et à avoir leur spin parallèle. En réalité, occuper un maximum d'orbitales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit limiter au maximum l'appariement, la présence de deux électrons dans une même orbitale. Et donc, en fait, ça revient à, c'est une précision qu'on va apporter, c'est que les orbitales, les 5 orbitales D, vont essayer au maximum de ne pas coupler leurs électrons. En fait, on va voir ici que ça ne sera pas toujours possible, et en particulier, on va prendre un exemple qui peut être très intéressant à observer. Si je prends un complexe dans lequel j'ai 6 électrons sur les 5 orbitales D, on peut se dire que la logique, ça va être que lorsque je vais considérer les orbitales DXY, DXZ et DYZ, elles sont plus basses que DZ2 et DX2Y2. J'ai 3 orbitales, donc la place pour mettre 6 électrons. Je devrais mettre les 6 électrons en bas et rien en haut sur DZ2 et DX2Y2. Eh bien, cette réponse-là, c'est celle qui vient à partir du fait qu'on dit, on remplit d'abord les orbitales plus basse énergie, mais cette fois-ci, eh bien, ça n'est pas systématique. C'est une solution qui peut être observée, celle que je vous propose là, mais il va y avoir des cas où cette solution ne sera pas observée. Et pour ça, eh bien, on prend en compte le fait que appareiller 2 électrons, c'est-à-dire mettre 2 électrons sur la même orbitale, c'est une opération qui consomme de l'énergie. Et donc, imaginez, j'ai 3 électrons, un sur chacune des 3 orbitales du bas. Jusqu'à 3, il n'y a pas de problème, les 3 vont aller en bas. Mais le 4e électron, eh bien, il peut aller en bas, mais à ce moment-là, il va se coupler avec un électron déjà présent, ou bien aller en haut. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que le 4e électron, le 5e, le 6e également, bien sûr, va choisir, entre guillemets, le choisir, d'aller en bas ou en haut, en disant si je vais en bas, je consomme P, si je vais en haut, je consomme delta O, et je vais choisir l'énergie la plus basse. Et donc, effectivement, on va introduire de façon plus précise l'énergie d'appariement que l'on note P des électrons, et cette énergie dépend du cation et du nombre d'électrons qu'il comporte. Alors bien entendu, le tableau que je vais vous donner, le tableau que je vous donne, contient des valeurs que je vous propose, mais bien entendu, je ne vous demanderai pas de les retenir. Si vous avez besoin de ces valeurs lorsque vous traitez un problème, soit vous êtes chez vous et vous allez pouvoir trouver ces valeurs sur Internet ou dans un bouquin, soit c'est dans le cadre d'un examen et l'enseignant qui pose l'examen devrait vous donner les valeurs correspondantes. Alors ici, je vous propose de remarquer CR2+, eh bien, vous voyez que P va être de 16 300 cm-1, Mn3+, ce sont 2 ions en D4, va être à 20 200. Mais vous voyez que Cr+, eh bien, est plus faible, avec 14 200 cm-1, que Cr2+. Mn2+, avec 19 100 cm-1, est plus faible que Mn3+, qui était à 20 200. Fe3+, donc 23 900, puis je continue à descendre, je ne vais pas vous lire tout le tableau, vous aurez la possibilité de faire un arrêt sur image si vous voulez à tout prix noter ces valeurs, mais ça n'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Et ce que je vous ai laissé entrevoir
quand on faisait la diapo précédente, c'est qu'en fait, on aura deux possibilités. Soit la valeur de P est inférieure à celle de delta, c'est-à-dire que le delta va être plus fort que P, et on dira alors qu'on a un ligand à champ fort, c'est-à-dire que selon le ligand que l'on introduit, on a une valeur de delta qui est supérieure à P, et à ce moment-là, donc, le passer au niveau supérieur consomme plus d'énergie que de coupler les électrons. Et donc, si on est avec un ligand à champ fort, eh bien, on va tasser les électrons sur les orbitales du bas. En revanche, si on est avec un ligand à champ faible, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est P qui est supérieur à delta, eh bien, les électrons, avant de s'associer en paire dans une orbitale, iront d'abord occuper un maximum d'orbitales D. Voilà, donc on va voir cela maintenant sur des exemples. Alors avant de voir les exemples, je vous propose de faire une petite remarque. Je vous ai parlé d'énergie et je vous ai mis des centimètres moins 1. Je voulais quand même que l'on ait bien en tête que le centimètre moins 1, c'est ce qu'on note nu tilde, et c'est 1 sur lambda avec lambda en centimètres. C'est-à-dire que l'on a donc ici une relation qui n'est pas tout à fait une relation d'énergie, mais on se rappelle que E c'est H nu, que H nu c'est H C sur lambda, puisque nu c'est C sur lambda. Lambda est en mètres pour être dans le système MKSA. Mais si on passe à lambda en centimètres, on aura un lambda 100 fois plus grand, en valeur numérique, que s'il est en mètres. Donc, pour convertir des centimètres moins 1 en joules, on doit multiplier nu tilde par 100 pour convertir les centimètres en mètres. Le H, c'est la constante de Planck bien connue, et le C, c'est la célérité de la lumière dans le vide. Donc, ce que je vous rappelle ici, c'est que le facteur 100, c'est la conversion des centimètres en mètres. Et donc, dans tous les cas de figure, on a une relation de proportionnalité entre nu tilde et nu. Ce qui veut dire qu'on peut donner les P et les delta en centimètres moins 1. Le plus grand, celui qui a la plus grande valeur en centimètres moins 1, sera aussi celui qui a la plus grande énergie. Il semble que cela est important de bien le retenir. Alors maintenant, je reprends mon exemple de 6 électrons dans l'état D. Eh bien, vous voyez que si j'ai un ligand à champ faible, je vais avoir 4 électrons en bas, 2 couplés et 2 libres, et puis 2 électrons libres, 2 électrons célibataires en haut. Ici, j'ai affaire à un ligand à champ faible. Vous voyez que la répartition des électrons dans les différentes orbitales atomiques type D est le même dans la valeur moyenne que dans la valeur effective. Et puis, si j'ai un ligand à champ fort, alors je vais placer les 6 électrons en bas. On aura 3 paires sur les 3 orbitales D du bas, DXY, DXZ, DYZ, et 0 électrons sur les orbitales DX2, Y2 et DZ2. Et donc, lorsqu'on va avoir un cation, lorsqu'on va avoir le P et le delta, eh bien on pourra déterminer donc quel type de géométrie aura, quel type de répartition électronique présentera le cœur. Or, vous voyez bien que si on a deux orbitales D vides, on va pouvoir faire des liaisons datives avec ces 2 orbitales D, alors qu'on ne pourra pas les faire avec, dans le cas d'un ligand à champ faible, où vous voyez, il n'y a pas de lacunes électroniques pour faire le complexe avec cela. On pourra donc faire des complexes, mais avec d'autres orbitales que les orbitales D. Une petite remarque qu'on n'est pas obligé de prendre au pied de la lettre, c'est que les complexes tétraédriques sont presque toujours, c'est pour ça qu'on ne prend pas tout à fait au pied de la lettre, les complexes tétraédriques sont presque toujours à champ faible, parce que le delta T, comme on l'a vu, est bien plus faible que le delta O ou le delta P, et donc il est très rare qu'il soit compétitif avec P. En général, P va être
plus important que delta. Je vous propose maintenant de passer à un aspect qui est intéressant, avec lequel on va pouvoir caractériser les complexes, c'est la coloration d'un complexe. On a vu que les orbitales atomiques D ne sont pas au même niveau d'énergie. Si elles ne sont pas au même niveau d'énergie, ça veut dire qu'on va pouvoir observer des électrons qui sont sur les orbitales du bas passer sur l'orbitale du haut, à la condition de fournir cet électron, et à l'atome d'une manière générale, l'énergie nécessaire, c'est-à-dire à la différence d'énergie entre les deux états D. Dans le cas d'un octaédrique, c'est dxy, dxz, dyz, et en haut dz2, dx2, y2. Eh bien, si cette différence-là, qu'on appellerait delta O, si cette différence qui est delta O, l'atome reçoit l'énergie correspondante à ce delta O, eh bien à ce moment-là, on pourra observer une transition de type DD, c'est-à-dire que l'électron va passer du niveau D du bas au niveau D du haut. Je vous ai pris ici un exemple d'atome à 3 électrons. Donc 3 électrons, ça ne pose aucun problème en termes de répartition. Il y a 3 orbitales en bas, 3 électrons, donc chaque électron est sur l'une des orbitales du bas. Si maintenant cet atome dans un environnement octaédrique, on est bien d'accord, ça je ne l'ai pas précisé mais j'aurais dû, donc dans un environnement octaédrique, si cet atome reçoit le rayonnement HC sur lambda tel que cette énergie soit égale à la différence d'énergie entre le niveau du bas et le niveau du haut, alors eh bien l'électron va passer du niveau du bas au niveau du haut. Bien entendu, je vous l'ai dit, je ne vous l'avais pas mentionné au départ, c'est bien un complexe octaédrique qui est étudié ici. Et donc, bien entendu aussi, pour que cette transition ait lieu, il faut que delta O égale HC sur lambda. Bien entendu, il faut que l'énergie soit exprimée correctement dans les deux cas, ce qui semble la moindre des choses. Et donc cette transition va s'accompagner d'une absorption d'énergie sous forme d'un rayonnement dans le visible. Eh bien, pour connaître la couleur du complexe, je vous propose donc de voir sur la diapo suivante ce que je vous ai introduit ici en disant le complexe présente la couleur complémentaire. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais vous allez voir que c'est très simple. En fait, pour connaître la couleur du complexe à partir de la longueur d'onde absorbée, on utilise le cercle des couleurs complémentaires. Voilà le cercle des couleurs complémentaires. Il démarre à 400 nanomètres avec une frontière à 430, tout ça c'est du violet. De 430 à 490, c'est du bleu. 490 à 560, c'est du vert. Bon, je ne vais pas continuer, vous êtes capable tout seul de voir ceci. Eh bien, que se passe-t-il si le complexe absorbe une longueur d'onde à 520 nanomètres? 520 nanomètres, on remarque que ça se situe entre 490 et 560 et que donc on est dans le vert. Et donc, ici, comment expliquer ceci? Ce que je vous dis, moi, à la lecture du cercle des couleurs complémentaires, c'est que lorsque votre œil, le mien, bien sûr, reçoit en même temps un rayonnement vert et un rayonnement rouge des longueurs d'onde qui sont traversées par ce trait, eh bien, notre œil voit du blanc. En revanche, bien entendu, si j'absorbe la partie verte, il n'y a plus le vert et le rouge qui permet de faire du blanc, mais il ne reste que le rouge. Et donc on va dire qu'à ce moment-là, le complexe apparaîtra rouge. On peut maintenant faire un deuxième exemple que je vous laisse déduire tout seul. 415, c'est entre 400 et 430, c'est donc dans le violet. Et la couleur du complexe sera donc le jaune. Et en revanche, bien entendu, la réflexion que vous vous faites sûrement, c'est que se passe-t-il pour un complexe qui absorbe en dessous de 400 nanomètres
ou un complexe qui absorbe au-dessus de 800 nanomètres, eh bien, dans ce cas-là, le complexe n'est pas coloré parce que en dessous de 400 nanomètres, on est dans le domaine de l'UV et au-dessus de 800, on est dans le domaine de l'infrarouge et que ce sont des domaines où nos yeux, pour l'essentiel d'entre nous, ne voient pas, ne peuvent pas voir les ondes.